Bonjour les élèves de la deuxième année baccalauréat, option sciences maths. Je te propose l'un des devoirs servis, donc pour sciences maths A et B, aussi bien sûr pour sciences physiques aussi. Donc bienvenue dans la collection. Je commence par la chimie, 7 points. Pour étudier à température constante, ou un milieu acide, la cinétique de la transformation chimique entre les ions permanganate MnO4- et l'acide oxalique H2C2O4. On réalise l'expérience suivante. À la date t égale 0, on mélange rapidement en présence d'un oxyde d'acide sulfurique. V1, 40 ml, d'une solution aqueuse S1 de permanganate de potassium de concentration C1, 5,10-3 mol/-1. Et V2, 60 ml, d'une solution aqueuse S2 d'acide oxalique de concentration C2 est égal 5,10-2 mol/-1. La couleur d'une solution contenant des ions permanganate dépend fortement de la concentration de ces ions. On utilise cette propriété pour déterminer la concentration MnO4-. À chaque instant, on part d'un dosage colorimétrique. Les couples oxydant-réducteurs qui interviennent sont MnO4-, Mn2+, CO2, H2C2O4. Chers mes élèves, on commence toujours par des questions de cours. Donc, partie 1, étude théorique de la réaction. La première question, donnez la définition d'un réducteur. Est celle d'une réaction d'oxydation. Donc, ça coûte 0,5. Donc, la moitié 1. Un réducteur est un couple simple, un composé, ou un ion qui cède au moins un électron et une autre espèce chimique lors d'une réaction d'oxyde-réduction. La deuxième définition, une oxydation est une réaction au cours de laquelle un réactif cède, perd un ou plusieurs électrons. Donc chaque réponse, ça coûte 0,25. Maintenant, la deuxième, 2, ça coûte 0,5. Écrire les demi-équations électroniques correspondantes. Sachant que la première couple, c'est MnO4- Mn2+, ça donne MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, double flèche, Mn2+, plus 4H2O. Donc ça coûte 0,25. Deuxième couple, CO2, H2C2O4. Donc 2 CO2 plus 2H+, plus 2 électrons, double flèche H2C2O4. Ça coûte encore 0,25. La troisième question, ça coûte 0,5. Déduire l'équation de la réaction modélisant cette transformation. D'après le texte, la transformation chimique entre les ions permanganate MnO4- et l'acide oxalique H2C2O4. Donc, sachant que les deux équations, la première contient 5 électrons et la deuxième 2, donc je garde la première et je multiplie par 2. Donc 2, entre parenthèses, MnO4- plus 8H+, plus 5 électrons, double flèche, Mn2+, plus 4H2O. La deuxième, je l'inverse, ça se verse dans les réactifs. Donc les réactifs, c'est H2C2O4. Et je multiplie aussi par 5. Donc 5, entre parenthèses, H2C2O4, double flèche, 2CO2 plus 2H+, plus 2 électrons. Je fais la somme et je simplifie par le nombre d'électrons ou c'est le nombre de protons. Finalement, l'équation globale, c'est 2 MnO4- plus 5H2C2O4 plus 6H+, flèche, une réaction totale, 2 Mn2+, plus 10H, 10 CO2 plus 8H2O. La suite de l'exercice, c'est la partie 2, suivi de la réaction. N'oublie pas que dans les données, S1, V1 est égal à 40 ml, C1, 5,10-3 mol/-1, S2, 60 ml, C2, 5,10-2 mol/-1. On dispose de la verrière suivante. Éprouvette graduée de 10 ml, 100 ml, la brute graduée de 25 ml, pipette jugée de 1, 5, 10 ml, fiole jugée de 100, 500 bichères de produits suivants. Solution aqueuse de permanganate de potassium de C0, 0,10 mol/-1. La solution aqueuse d'acide oxalique C2, 5,10-2 mol/-1, acidifié par l'acide sulfurique et l'eau distillée. La question, c'est une question de direct. De 1, ça coûte 0,5.
calcule en mol la quantité de matière N1 des ions permanganate et la quantité N2 d'acide oxalique présentée à T égale 0 dans le mélange. Donc, j'utilise MnO4-, CN1, C1 fois V1. Je remplace C1, c'est 5 10-3, fois le volume V1, c'est 40 10-3. Je trouve 2 10 moins 4 mol. Ça coûte 0,25. Même relation. N2, C2 fois V2. Je remplace C2 par 5 10-2. Et V2, c'est 60 10-3 égale 3 10-3 mol. C'est la quantité de matière. Ça coûte aussi 0,25. La question suivante, c'est de 2. Établis le tableau descriptif de l'évolution des systèmes. Donc le tableau, déjà l'équation déjà faite. Donc équation de la réaction chimique. La première ligne, l'état initial, c'est 1 fois V1, c'est 2 fois V2. H+, c'est en excès. 0, 0 en excès. L'état intermédiaire, c'est 1 fois V1 moins 2x, c'est 2 fois V2 moins 5x, en excès, 2x, 10x en excès. L'état final, c'est 1 fois V1 moins 2x max, c'est 2 fois V2 moins 5x max, en excès, 2x max, 10x max en excès. Donc ça coûte 0,5, c'est le tableau de descriptif. 2.3. Déterminer le réactif limitant de ces transformations. N'oublie pas que N1 déjà calculé, 2,10 moins 4 mol, N2, 3,10 moins 3 mol. Donc pour MnO4-, supposons c'est le réactif limitant. Donc C1 fois V1 moins 2x max 1 est égal à 0. Donc x max 1 est égal à C1 fois V1 divisé par 2. C1 fois V1, c'est N1. Donc je peux le remplacer. Et je trouve que x max 1, c'est 10 moins 4 mol. De même étape. Supposons maintenant H2C2O4, c'est le réactif limitant. Je résoudre l'équation C2 fois V2 moins 5 x max 2 est égal à 0. Donc x max 2, c'est C2 fois V2 sur 5, c'est N2. Donc je remplace 3 10 moins 3 divisé par 2. Je trouve 6 10 moins 4 mol. Maintenant, je compare les valeurs de x max 1 et x max 2. Je trouve que x max 1 est très inférieur à x max 2. Donc c'est le x max. Donc x max est égal à 1 10 moins 4 mol. Et le réactif limitant, c'est MnO4-. L'un des questions très important, c'est 2,4, ça coûte 0,5. Montrer grâce au tableau d'avancement la relation entre l'avancement X et de la réaction en fonction de la concentration MnO4- à chaque instant. Je retire la partie très importante de le tableau d'avancement de MnO4-. Ça donne C1 fois V1, C1 fois V1 moins 2X. Donc on s'intéresse à cette partie. Donc, je peux écrire que la quantité de matière de MnO4- à l'instant T est égale à C1 fois V1 moins 2x d'après le tableau d'avancement. Si je parle de la concentration, je divise par le volume total. Donc, MnO4- la concentration est égale à C1 fois V1 moins 2x divisé par volume total. Donc, ce sont des relations mathématiques. Donc, C1 fois V1 moins 2x est égal au produit de la concentration MnO4- fois volume total. Donc, on cherche à trouver x. Donc, 2x est égal à C1 fois V1 moins MnO4- fois volume total. Finalement, on a trouvé x est égal à C1 fois V1 moins MnO4- fois volume total divisé par 2. Je l'écarte V total divisé par 2. Donc, je trouve x est égal à V total divisé par 2, entre parenthèses C1 fois V1 divisé par V total moins MnO4-. Maintenant, je fais l'application numérique. V total, c'est la somme de V1 plus V2. C'est 40 plus 60 fois 10 moins 3 divisé par 2. C1, déjà calculé, 5 10 moins 3 fois 40 fois 10 moins 3 divisé par le volume total fois la concentration. Donc, je trouve la relation de x en fonction de MnO4-. Donc, la question, ça coûte 0,5. La troisième partie, c'est exploitation des résultats. L'étude colorimétrique donne des résultats suivants. T, 0, 3 jusqu'à 160. La concentration MnO4- en mol, millimol litre moins 1, c'est 2 jusqu'à 0. X, donc le reste à compléter. Donc la question 1, 3, 1, 0, 5. Complétez alors le tableau. Donc sachant qu'on a déjà trouvé X est égal à 5, 10 moins 2, entre parenthèses 2, 10 moins 3 moins la concentration, je remplace à chaque instant la concentration MnO4-.
en mol par litre. Donc, je trouve un tableau de 0, 0, etc. Un tableau jusqu'à une valeur de 0,1. Donc, l'avancement sera augmenté jusqu'à une valeur de 0,1 millimol. L'étape suivante, c'est représenter graphiquement l'évolution de l'avancement X de la réaction en fonction de temps. Prenons à l'échelle de 1 cm égale 20 secondes. Donc, c'est l'axe de temps. Et 1 cm est égal à 0,02 millimol. Donc, ça s'observe après le traçage, une évolution croissante de l'avancement en fonction de temps. La question suivante, c'est 0,5. Définit la vitesse volumique de la réaction. Donc, je peux définir la vitesse volumique de la réaction. V est égal à 1 sur V déduit X sur dt. V, c'est la vitesse volumique de la réaction. Mol, lettre moins 1, seconde moins 1. V, c'est le volume total de la réaction. Déduit sur dt, c'est la dérivée de l'avancement en mol, seconde moins 1. La question 3.4 détermine la valeur de cette vitesse à l'instant t 80 secondes. Ça coûte 0,5. Donc, la vitesse est égale à t est égal à 80, c'est 1 sur V1 plus V2, x2 moins x1 divisé par t2 moins t1. Donc, ce faisant, on a tracé la tangente à t est égal à 80. Donc, je peux déterminer x2, x1 et t2 et t1. Donc, je trouve que la vitesse à t est égal à 80, c'est 1 sur 0,04 plus 1 0,06, c'est le volume total, fois, donc x2 c'est 0,1, moins x1 c'est 0,08, entre parenthèses 10 moins 3, c'est converti en millimol. Millimol en mol. Divisé par 120 moins 0. Donc, je trouve une vitesse de 1,60, 10 moins 6, mol, lettre moins 1, seconde moins 1. La question 3.5, c'est 0,5 points. Quelle est l'évolution de la vitesse de réaction au cours de temps? Justifie. La réponse, c'est clair, la vitesse de la réaction diminue globalement quand l'avancement augmente car le réactif disparaît, c'est-à-dire le nombre de fréquences de choc efficaces. La question 3.6, aussi ça coûte 0,5, donnez la définition de temps de demi-réaction, puis détermine. Le temps de demi-réaction T1,5 est la durée nécessaire pour que l'avancement de la transformation chimique atteigne la moitié de la valeur finale observée à la fin de la réaction. Donc, à l'aide de la courbe, donc à T est égal à T1,5, xt à T1,5, donc x final divisé par 2, xt est égal à T1,5, donc x final égale combien? Alors, x max ou x final est égal à 1 10 moins 4 moles, c'est-à-dire 0,1 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 2. Donc, x à t est égal à t1,5 est égal à 0,05 10 moins 3 moles. Donc, on a déterminé x à t1,5. On exploite sur la courbe, on trouve que t1,5 est égal à presque 18 secondes. 3,7. Ça coûte aussi 0,5. Quelle est la durée de t finale de cette réaction? Donc, t final est égal à 10 fois t1,5. Donc, on a trouvé une valeur de 180 secondes. La physique de propriété de la lumière, 3 points. On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'un laser émettant une lumière monochromatique de longueur d'onde lambda. À quelques centimètres de laser, on place successivement des fils verticaux de diamètre continu. On dessine par A le diamètre d'un fil. La figure de diffraction obtenue est observée sur un écran blanc situé à une distance d est égale à 1,60 m. 10 fils. Donc, pour chacune des fils, on mesure la largeur L de la tâche centrale. À partir de ces mesures et des données, il est possible de calculer l'écart angulaire θ de faisceau de diffracté, voir la figure. Le diapo suivant représente la représentation de la tâche centrale, de la longueur L, la distance entre l'écran et la fente, l'écart angulaire θ. Ou c'est la représentation de θ en fonction de 1 sur A.
La première question, c'est 0,5. L'angle θ étant petit, θ étant exprimé en radians, est une grandeur sans dimension. Parmi les relations ci-dessous entre L et D permettant de calculer θ, montre qu'une seule relation est homogène par l'analyse dimensionnelle. Donc θ est égal à 2 divisé par L fois D. Donc l'analyse dimensionnelle de θ est égale à l'analyse dimensionnelle de 2 sur l'analyse dimensionnelle de L fois D. Donc c'est L moins 2, où C est égal à mètre moins 2. Donc la relation n'est pas homogène. Deuxième expression, B, θ est égal à 0,5 fois L divisé par D. Donc l'analyse dimensionnelle de θ est égale à l'analyse dimensionnelle de 0,5 fois l'analyse dimensionnelle de L divisé par l'analyse dimensionnelle de D. Donc est égal à 1. Donc oui, c'est une relation homogène. La dernière, θ est égal à 0,5 fois L divisé par D au carré. Donc l'analyse dimensionnelle de θ est égale à l'analyse dimensionnelle de 0,5 fois l'analyse dimensionnelle de L sur l'analyse dimensionnelle de D au carré. Donc simplifie, je trouve L moins 1, c'est-à-dire mètre moins 1. Donc la relation aussi n'est pas homogène. Donc une seule relation homogène, c'est θ est égal à 0,5 fois L divisé par D. La question suivante, c'est 1,2, c'est 0,5. Donnez la relation liant θ, lambda et A, précisez les unités dans le système international d'unités. Dans le cas d'une lumière monochromatique diffractée par une fente de largeur A, on obtient sur un écran une tache centrale limitée par des rayons diffractés. Dans le demi-angle au sommet θ dépend de la largeur de la fente et de la longueur d'onde de la lumière lambda. La relation existant entre ces grandeurs est le suivant. θ est égal à lambda divisé par A. θ, c'est demi-angle en radiens. A, c'est la largeur A de la fente. Lambda, c'est la longueur d'onde en mètres. La question 1.3, on trace la courbe θ est égal à F1 sur A. Ceci est donné sur la figure 2, ci-dessus, montre que la courbe obtenue et en accord avec l'expression θ donnée à la question 1.2. La courbe obtenue sur la figure 2 est une courbe d'équation linéaire, c'est-à-dire θ est égal à K fois 1 sur A. Avec K, le coefficient directeur, donc je peux écrire θ est égal à lambda fois 1 fois lambda 1 sur A, et aussi θ est égal à 1 sur A. Donc ils sont en accord. La question 1.4, c'est 0,5. Comment, à partir de la courbe précédente, pourrait-on déterminer la longueur d'onde lambda de la lumière monochromatique utilisée? On détermine le coefficient directeur K à partir de la courbe. Donc θ est égal à K fois 1 sur A. Donc K est égal à delta θ sur delta 1 sur A. Donc c'est θ2 moins θ1 sur 1 sur A2 moins 1 sur A1. Puis on prend deux points, M1 et M2, très loin appartient à la courbe. La question 1.5, ça coûte 0,5. En utilisant la figure 2, précisez parmi les valeurs de longueur d'onde proposées ci-dessous quelle est celle de la lumière utilisée. 560 cm, mm, micromètre et nanomètre. Donc K est égal à θ2 moins θ1 divisé par 1 sur A2 moins 1 sur A1. Donc j'utilise deux valeurs, je fais la projection sur la courbe, et donc je trouve 2,90 moins 2 moins 0 divisé par 5,0 fois 10 à la puissance 4 moins 0. Donc je trouve que 5,70 moins 7. Je convertis en nanomètres, je multiplie par 10 à la puissance 9. Donc lambda est égal à 560 nanomètres. La question 1.6, c'est 0,5. Pourquoi utilise-t-on une lumière monochromatique? Le laser génère une lumière monochromatique et constitue d'une radiation unique. Donc cette radiation est caractérisée par sa fréquence et sa longueur d'onde. Ainsi, la lumière du laser utilisée pour notre expérience est caractérisée par une radiation de longueur d'onde 560
60 micromètres. La physique de la célérité de son, 5 points. Réglage de l'oscilloscope. On branche un haut-parleur HP sur un générateur basse fréquence et un microphone sur la voie A d'un oscilloscope réglé comme le montre là ci-dessous. Donc, un écran contient 10 boutons A et B plus la durée de balayage. Donc, le dessin est réduit. Chaque carreau ou division est égal à 1 cm. La première question, calcule la fréquence F1 de l'onde reçue par le microphone. Donc, F1 est égal à 1 sur T1. Donc, F1 est égal à 1 sur T1. Donc, je peux calculer T1 par Sx fois gros X. Donc, la sensibilité déterminée par la durée de balayage est égale à 0,1 milli. Donc, c'est en millisecondes par centimètre. Ça se voit dans l'écran. 0,1 millisecondes par centimètre. Ça se voit. Le nombre de divisions est égal à 4. Donc, T1 est égal à 0,1 fois 4 10 moins 3. Donc, T1 est égal à 4 10 moins 4 secondes. Je peux le remplacer dans la première expression. Donc, F1 est égal à 1 sur 4 10 moins 4. Donc, F1 est égal à 2,5 10 moins 3 Hz. Finalement, F1 est égal à 2,5 kHz. La question 1,2, c'est 0,5. Cette onde fait-elle apparaître des infrasons, son graphe, son aigu, ultrasons? Donc, un petit rapide sur le son. Ils sont classés par inaudible et audible. Si je m'intéresse, donc audible, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Donc aussi, ils sont divisés par 2, grave, médium, aigu. Donc F1 a une valeur de 2,5 kHz. C'est entre 20 Hz et 20 kHz. C'est un son audible. D'après la valeur de 2,5, c'est un son aigu. Donc c'est un son aigu, c'est 2,5 kHz. C'est entre 2000 et 20 000. Alors, les infrasons, ce sont des fréquences inférieures à 20 Hz. Les sons audibles par l'œil, donc ce sont des sons graves au son aigu. Et les ultrasons, ce sont supérieurs à 20 000 Hz. Donc la question suivante, c'est 1,3. C'est quelle est l'amplitude des oscillations? Alors Y est égal à SY fois grand Y. En bas, je peux déterminer Y, c'est le nombre de divisions, c'est 3 cm. Et je cherche la sensibilité utilisée, c'est 500 mV par centimètre. Donc l'application numérique, ça donne 3 fois 500 fois 10 moins 3. Donc Y est égal à 1,5 volts. La deuxième partie mesure de la célérité des ultrasons. On veut maintenant mesurer la célérité des ultrasons dans l'air en émettant des salves d'ultrasons de fréquence F2 est égal à 40 000 Hz et en mesurant le retard taux de l'arrivée d'une salve à un récepteur 2 par rapport à un récepteur 1 et la distance D séparant les deux récepteurs, voire figure. Donc la question c'est de 1, ça coûte 0,5. On déduire la célérité des ultrasons V2. Donc V2 est égal à la distance sur le retard temporel. Pour déterminer le retard temporel, c'est Sx fois gros X. Donc la sensibilité 0,1 millisecondes, c'est-à-dire 0,1 fois 10 moins 3 fois le nombre de divisions, c'est 6. Donc taux est égal à 6 10 moins 4 secondes. Je fais l'application numérique. Donc la distance déjà donnée, c'est 21 fois 10 moins 2, divisé par 6 10 moins 4. Donc la vitesse des ultrasons est égale à 350 mètres secondes moins 1. La question de 2, ça coûte 0,5 point. La chauve-souris émet des ultrasons de célérité V2 dans l'air
Un obstacle est situé à une distance d1 de l'animal. L'ultrason émise par la bête et se réfléchit contre l'obstacle et revient vers la chauve-souris entre l'émission et la réception des ultrasons par la chauve-souris. Il s'écoule une durée delta t est égale à 10-2 secondes. La distance calculée, la distance d. Donc pour calculer la distance d, V2 est égal à 2D1 divisé par delta t. Donc 2D1 est égal à V2 fois delta t. Donc D1 est égal à V2 fois delta t divisé par 2. L'application numérique, je remplace V2, je remplace delta t. Donc je trouve une distance de 1,75 mètres. La troisième mesure de la célérité de son. On réalise maintenant le montage. La page suivante. Un générateur de basse fréquence alimente un haut-parleur. Un microphone est branché en voie B. On voit B dans l'oscilloscope alors que la voie A sur GBF. On positionne le micro en face de 0 de la règle et on déplace l'ensemble règle micro devant le haut-parleur jusqu'à ce que les deux courbes soient en phase. On fixe alors la règle et on recueille le micro jusqu'à ce que le courbe soit de nouveau en phase pour la première fois. On lit alors la distance d sur la règle. La question 3.1, ça coûte 0,1. Les ondes sonores sont-elles transversales ou longitudinales? Donc dans ce cas, les ondes sonores sont longitudinales car la perturbation se fait dans la même direction que la propagation. La question 3.2, ça coûte 0,5 points. Quelle est la dimension de ces ondes? Donc l'onde sonore se propage dans les trois dimensions de l'espace. Donc la dimension c'est 3D. 3.3, la question c'est 0,5. Comment s'appelle la distance D? Quelle est sa définition? Donc ça s'appelle normalement la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde est la distance séparant deux crêtes successives d'une onde périodique. On la note communément par la lettre grecque lambda. Elle se mesure en mètres. Donc le 2 schéma représente une signification de la longueur d'onde, c'est maximal vers le maximal ou le minimal minimal. Si on part de la distance. La question 3, c'est 0,5 pour une fréquence F3 1500 Hz, mesurée fréquemment en mesure D est égal à 22 cm, on déduit la célérité V3 de 100. Donc V3 est égal à D fois la fréquence. Donc je peux remplacer la distance, c'est la longueur d'onde, c'est la distance minimale. Donc je remplace 2, c'est 22 fois 10-2 fois 1500. Donc je trouve une vitesse de 330 mètres par seconde moins 1. La question 3.5. Comment pourrait-on améliorer la précision de la mesure de la distance D? Donc la distance normalement, la longueur d'onde, est déterminée expérimentalement par la mesure de la distance entre deux récepteurs. C'est R1, R2. La dernière partie, c'est la physique 3, la corde vibrant. Une lampe vibrant au mouvement sinusoïdal de fréquence F 10 Hz fixée à l'extrémité O d'une corde de longueur L est égal à 3 mètres génère le long de celle-ci une onde progressive périodique. Un dispositif approprié empêche tout phénomène de réflexion et l'autre extrémité ou opprime de la corde. À la date origine T0, on suppose que tous les points de la corde ont été atteints par l'onde. La célérité V de l'onde est donnée en fonction de la tension F de la corde et de sa masse linéique, masse par unité de longueur. Mu est égal à 0,10 kg/m-1 par la relation V est égale à la racine de F sur mu.
Le diapo suivant représente l'aspect de la corde vibrant à t est égal à 1 seconde. Ça s'observe qu'une onde sinusoïdale, donc document 1 représente l'aspect de la corde à t1 est égal à 1 seconde. La question 1.1, c'est 0,5. Longitudinale est transversale ou longitudinale? Justifiez votre réponse. Dans ce cas, on part d'une onde transversale. Par définition, une onde transversale est une onde qui se propage perpendiculairement au déplacement du milieu, c'est-à-dire que le monte et descende, c'est-à-dire vers le haut et vers le bas. La question 1.2, ça coûte aussi 0,5. Quelle périodicité de l'onde est mise en évidence sur le document 1? Spatial ou temporel justifie. Donc d'après le schéma, ça s'observe que l'axe gradué en centimètres, on part d'une distance. Donc la périodicité spatiale. La question 1.3, ça coûte 0,5 points. Mesurer le plus précisément la valeur de la longueur d'onde lambda. Dans le schéma, ça s'observe qu'on peut déterminer lambda combien fois c'est d lambda. Donc d lambda est égal à 3 mètres. Donc lambda est égal à 3 divisé par 10. Donc lambda est égal à 0,3 mètres. La question suivante, c'est 1.4, 0,5. On déduit la célérité v de l'onde dans les conditions de l'expérience. Donc v est égal à d sur d de la t. V est égal à d sur t1. Donc d est égal, normalement, c'est 3 mètres divisé par 1 seconde. La vitesse est égale à 3 mètres seconde moins 1. Le document 2 représente les variations d'élongation y0 de point source O en fonction de temps. Donc, de 1, vérifie que la valeur de la fréquence f de vibration de la lampe déduite de document est bien celle des données par l'énoncé. Donc, une lampe vibrant au mouvement sinusoïdal de fréquence f est égale à 10 Hz. Donc, f est égal à 1 sur t. D'après le schéma, je peux déterminer la période, c'est 0,1. Donc, on trouve f est égal à 10 Hz, c'est la même valeur dans les données. La question de 2, les variations au cours de temps d'élongation de point A, B, telles que OB est égal à 75 cm, sont-elles en phase ou opposition de phase avec le point O? Justifiez votre réponse. Donc, on va calculer le rapport de OB divisé par lambda. Donc, OB divisé par lambda. OB, c'est 75 fois 10 moins 2. Lambda, c'est 3 divisé par 10. Déjà calculé. Donc, c'est 3 divisé par 10. Donc, on a trouvé 2,5. Donc, OB est égal à 2,5 lambda. C'est-à-dire, OB est égal à 2 lambda plus lambda divisé par 2. Donc, c'est O et B en opposition de phase. 2.3 sur le document 2, représenter envers les variations au cours de temps de l'élongation de point B. Donc, on parle de l'aspect à l'instant. Donc, OB est égal à 75 cm. Donc, OB est égal à 2,5 lambda. Et sachant que 1 lambda est égal à 0,1 seconde, donc je peux chercher 2,5 lambda est égal, normalement, x, on va trouver x, c'est-à-dire 2,5. Donc, je représente lambda 0, normalement 0,25. Donc, la réponse est en bas, qui est constituée par 2 lambda plus lambda divisé par 2. La question 2.4, c'est 0,5. Calcule la tension F en newton de la corde dans les conditions de l'expérience. Donc, V est égal à la racine de F sur mu. Et V est égal à 3 mètres par seconde. Mu, c'est la masse linéaire, donc 0,10 kg moins 1. Donc, au carré, V carré est égal à F sur mu. Donc, F est égal à V carré fois mu. Je remplace V par 3. Et je remplace mu, c'est 0,1. Donc, la tension de fil est égale à 0,9 newton. C'est la dernière question, c'est 0,75. Détermine l'expression de y de t est égal à ym cosinus de pi divisé par t fois t plus phi. Donc ym, c'est clair, c'est 2 moins 2 divisé par 2, donc c'est égal à 0,01 mètre. T aussi, il est clair, 0,1. Et il reste à déterminer phi, la phase. Donc y à t est égal à 0. Ym est égal à cosinus de pi sur t fois 0 plus phi. Donc ça donne cosinus phi est égal à 0. La résolution de cette équation, ça donne deux solutions différentes. Donc phi est égal plus ou moins p sur 2. Pour déterminer la dissolution, on va calculer la dérivée de la fonction par rapport t.
Donc la tangente à t égale 0 décroissante. Donc une seule valeur qui vérifie cette condition, c'est fait sur 2 rad. Donc l'expression finale de y est égale 0,01 cos 2pi sur t fois t plus p sur 2. Finalement, merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager cette information pour les autres. À bientôt, bonne chance.